Sans transition, je vais animer, j'ai le plaisir d'animer en fait la première table ronde de cette matinée qui a pour titre « Après la crise sanitaire de la Covid-19, de nouveaux enjeux de la prévention pour la santé mentale des professionnels de la santé ». Quand on a fait le programme, on était un peu après la crise sanitaire. C'est un vrai challenge. Est-ce qu'on est après, pendant encore? Est-ce que voilà, elle va durer? Mais en tout cas, ce qui est très important, qu'on a commencé à mettre en œuvre au niveau de l'association aussi grâce à la région Île-de-France, des actions de prévention, puisque l'enjeu aussi de la santé des professionnels de la santé, c'est évidemment l'accompagnement psychologique et ces plateformes sur lesquelles on a accueilli 10 000 appelants depuis 18 mois. Mais vraiment, l'enjeu, c'est des enjeux de prévention sur l'association, mais sur la santé mentale des professionnels de la santé. Donc, je vais avoir le plaisir, vraiment le plaisir d'accueillir à la fois le monde hospitalier, le monde libéral, institutionnel, associatif, lors de cette table ronde, et je vais effectivement donner la parole successivement, et après ça sera un débat entre intervenants, et si vous avez des questions, on les prendra. Véronique Baudin, qui est DRH de l'hôpital franco-britannique, Thomas-Olivier McDonald, qui est président de l'URPS Chirurgien Dentiste Île-de-France, avec qui on a une relation maintenant très privilégiée, il vous expliquera pourquoi. Mais j'espère aussi, peut-être, il y a des représentants aussi de l'ARS Île-de-France. Il y aura à la fois aussi Carole Cretin et Julia Johannes qui nous présenteront les actions de prévention au niveau de l'association SPS, mais au niveau de la région et également de toutes les actions qu'ils mettent en place, puisque l'ARS Grand Est travaille également avec nous, et on travaille avec elle maintenant aussi depuis 4 ans. Avec aussi une pensée très forte pour les DOM-TOM et notamment la Guadeloupe. Et Julia et Carole nous expliqueront en fait aussi la situation et ce qu'elles ont fait là-bas, et nous, ce qu'on a fait aussi avec elles pour essayer de les soutenir et continuer à les soutenir. Et puis Magali Briane, qui est également du côté de Lyon, d'Écueillé exactement, qui nous expliquera en tant que psychiatre aussi son action associative que je salue. Et enfin, on aura le regard de Cédric, qui est directeur général adjoint de la région de France, sur toutes ces actions qui peuvent être effectivement relayées en Île-de-France, mais également qui font au niveau de la prévention des professionnels de la santé. Je vais tout de suite donner la parole à Véronique. Véronique, bienvenue sur cette table ronde. Ce que je vais vous demander à chacun, c'est de vous représenter. Et effectivement, ce n'est pas par hasard si vous êtes à nos côtés, puisqu'on travaille ensemble depuis quelques années, et de voir aussi pour vous la prévention, quelle action ça a au niveau des structures hospitalières, en tant que DRH, comment vous mettez en place la prévention au niveau des professionnels de la santé, quelles difficultés peut-être que vous avez eu à mettre en place avant la crise sanitaire, et maintenant peut-être qu'il y a des choses un petit peu plus faciles qui sont arrivées. Véronique, je vous laisse la parole. Merci Catherine. Écoutez, je me présente déjà. Je m'appelle donc effectivement Véronique Baudin. Je travaille dans le secteur de la santé et le secteur sanitaire maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années, ayant oscillé entre le secteur privé à but lucratif et le secteur privé à but non lucratif. J'ai un peu découvert effectivement le secteur par hasard, mais maintenant j'y suis, et c'est vrai qu'on a du mal à en sortir quand on intègre le secteur sanitaire, où effectivement l'affect est exacerbé et qu'il y a des vrais sujets de santé à envisager aujourd'hui en termes de prévention. Je travaille aujourd'hui effectivement à l'hôpital franco-britannique, qui est un établissement où on a un ensemble de soins qui court de la naissance jusqu'aux personnes âgées, situé donc sur le Valois-Perret avec 850 salariés, et on a 270 lits aujourd'hui. On a environ 5 pôles d'activité qui est situé sur 2 sites. Voilà un peu pour la présentation, tout en sachant que cet établissement appartient à une fondation, à la Fondation Cognac-Jay, qui est à la fois sur le secteur sanitaire et à la fois sur le secteur médico-social. On reviendra un petit peu
à l'issue de mes propos sur notamment le partenariat qu'on est en train de développer avec Catherine au niveau de la Fondation. Moi, je voudrais juste commencer en fait mon propos par une petite anecdote qui est assez révélateur aussi de l'intérieur en fait des établissements de santé et de la vision qu'on peut avoir et quelquefois les discordances entre nos dirigeants et puis les fonctions RH. Donc voilà, je voulais partir de cette petite anecdote qu'il y a maintenant 2 ans, on s'est rencontré Catherine pour effectivement pouvoir mettre en place une JAD sur l'un de mes établissements à l'époque où j'étais, dans le cadre d'une démarche de prévention qu'on était en train de lancer sur l'établissement avec notamment le recrutement, et on le voit ces dernières années dans les directions de ressources humaines avec des postes de préventeurs, des postes de responsables de conditions de travail, voire de qualité de vie au travail, où vraiment on a le sentiment que depuis quelques années, on a ce sujet-là qui est vraiment prégnant sur les établissements. Donc, je rencontre Catherine, on évoque effectivement la journée Jeunesse, auquel, voilà, bien évidemment, le concept et l'approche, tant sur le plan psychologique que sur la plateforme, l'accompagnement, et puis l'ensemble de cette journée qui pouvait être effectivement complètement personnalisé, m'interpelle, m'appelle, je me dis ça rentre complètement dans la démarche dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis, c'était aussi au sens très large de la prise en charge du soin. Voilà, donc convaincue, bien évidemment, après notre entretien et notre échange, avec aussi la direction des soins. Et puis, bien évidemment, sur ce type d'événement, il faut aussi embarquer nos dirigeants. Donc, il faut convaincre. J'ai présenté le projet à la direction. Donc, voilà, je présente l'ensemble de l'association et notamment les flyers qui étaient assez marquants en termes de verbatim sur la souffrance au travail. Il y avait des notions de burn-out sur ces flyers-là. Et là, là, ça a été le blanc. C'est-à-dire que autant sur la journée JADES et sur effectivement la démarche qu'on allait développer, pas de sujet. En revanche, j'ai eu un retour, on m'a dit non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de souffrance au travail. Il n'y a pas de burn-out de nos soignants. Enfin, on ne peut pas diffuser quelque chose comme ça sur nos établissements. C'est pas possible. Voilà, c'est vrai que tout de suite, moi, en tant que DRH, bien évidemment, on a toutes les situations en tête, tant dans les services que des situations individuelles en lien avec la médecine du travail. Donc, on sait bien qu'il y a des situations comme ça. Mais là, voilà, la réaction des dirigeants à l'époque, c'était non, on ne peut pas en parler et il ne faut pas en parler parce que si on en parle, justement, ça va créer quelque part un besoin. Voilà, la réaction a été celle-ci. Voilà, on a continué, on a avancé, on a mis en place une JADES, on a adapté un peu à l'époque les flyers. Voilà, mais ce que je veux dire de cette anecdote, c'est que 2 ans après, en fait, j'ai entendu et j'ai vu évoluer cet établissement, notamment avec des partenariats qui ont pu être faits et notamment avec une évolution sur la diffusion et sur la prise en charge. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 années, entre le moment où on a commencé à parler de ces sujets-là et aujourd'hui? Alors, c'est vrai, il y a eu la crise Covid. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, il y ait aussi une évolution dans la prise en compte et dans les situations de nos dirigeants. Alors oui, la crise Covid, elle est passée par là. Cette crise d'ailleurs dont on pensait qu'on était peut-être un peu sorti et puis finalement on se retrouve là à distance encore pour échanger ensemble. On nous parle de 5e vague, on en a effectivement tous un peu marre d'être à distance. Alors oui, une période effectivement singulière pour nos professionnels soignants dans un pays où tout a été arrêté, où ils ont été en première ligne, où ils ont contribué, enfin tous nos soignants pour le coup ont contribué à faire je parle de looping de nos établissements pour faire émerger des unités de soins, pour faire émerger des unités de réanimation. On a transformé, on a poussé les murs, on a accueilli des patients. Ça a été effectivement extrêmement compliqué à la fois pour les soignants, mais aussi les autres fonctions et l'ensemble des établissements. Mais en même temps, c'était un temps pour moi où on a mis les hommes au cœur de nos organisations.
On a mis les hommes au cœur de nos organisations, on a recentré les managers sur les soutiens d'équipe, on a pris soin au sens large de nos équipes. On a fait aussi de la prévention sur toute forme de soutien à cette époque-là, développement des séances de sophro, des séances de bien-être, les plateformes, on s'est bien évidemment appuyé sur toutes les plateformes où on a vu un réel intérêt à ce moment-là, mais aussi des échanges de pratiques, de supervision que moi j'ai pu mettre en place sur les établissements dans lesquels j'étais. Des séances aussi de briefing, de débriefing sur des situations complètement inédites pour le personnel. Et voilà, les soignants ont été mis en valeur. Ils ont été applaudis, ils ont été reconnus et ça a fonctionné. On a pris le temps de les écouter et on a effectivement, à mon sens, eu une véritable prise de conscience à cette époque avec effectivement la santé de nos soignants qui ont été mis à l'épreuve, où on a développé des actions de prévention et où on a pu commencer à d'autant plus réfléchir que ce qu'on avait réfléchi avant la crise. Voilà, donc c'est vrai que ces questions ont été mises au goût du jour avec cette crise. Je pense qu'on est complètement au cœur de ces interrogations, de ces mises en place aujourd'hui sur différentes actions, à la fois pour mieux évaluer le mal-être, mais aussi les ressources individuelles sur notamment les risques psychosociaux, d'autant plus renforcés dans un contexte pour nous, établissement de santé, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte de pénurie aujourd'hui, où on met aussi voilà, nos soignants à l'épreuve d'une charge d'activité importante qui peut générer aussi une charge mentale importante. Voilà, c'est dans ce contexte aujourd'hui qu'on continue effectivement à développer avec Catherine au niveau du franco-britannique et plus généralement au niveau de la fondation, ce que moi j'appelle aussi l'expérience collaborateur en tant que DRH, c'est-à-dire que voilà, le principe de la symétrie des attentions, que nous mettons l'humain au cœur de notre projet d'établissement. On est en train de réécrire sur l'hôpital franco-britannique notre projet d'établissement Ambition 2027 autour de différents axes et on a mis la qualité de vie au travail au centre de notre projet d'établissement comme pierre à l'édifice avec, pour nous, 4 grands piliers sur à la fois la prévention des risques de manière très générale, des actions qui vont être sur l'alimentation, sur la gestion du stress, sur l'hygiène du sommeil, sur des développements de missions qu'on met en place sur des matinales avant des situations compliquées. On a une infirmière qui aujourd'hui fait de la détente. Deuxième pilier, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, nos pratiques managériales en troisième pilier et l'environnement du travail. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que tous ces piliers-là sont le cœur de notre mission et de notre soutien sur notre projet d'établissement. Et bien évidemment, on va aussi prendre en compte, parce que sans eux, on ne peut pas avancer, c'est les besoins de nos soignants. Voilà, juste pour conclure, je laisse la parole. Je veux juste dire qu'au-delà de l'hôpital franco-britannique, on est aussi en train de développer un partenariat plus global au niveau de l'association de la Fondation Cognac-J. Merci beaucoup, Véronique, pour ton témoignage. Et on voit bien l'évolution qui traduit, nous, les difficultés qu'on a eues avant la crise sanitaire à implanter notamment la plateforme, mais aussi les JAD, initiés dès 2018 en présentiel. Et notamment dans ton étabbissement. La prochaine JAD qu'on refait en présentiel, alors je ne sais pas si ce sera présentiel, c'est notamment le 13 décembre prochain à l'hôpital franco-britannique, où on va voir en fonction des conditions sanitaires. Donc, on a vu un peu le monde des salariés. Je vais passer la parole maintenant au docteur Thomas-Olivier McDonald, qui est président de l'URPS Chirurgien Dentiste de France. C'est une rencontre avec l'URPS de l'année dernière. Je vais juste dire un petit peu l'anecdote et l'historique qu'on a eu avec l'URPS Chirurgien Dentiste de France. Son ex-président, que je salue, a participé un jour à notre assemblée générale. Et à l'époque, avec Eric Rouy, qui souhaitait déjà créer la Maison des soignants à Paris, avait émis effectivement cette envie. Et puis, moi, je cherchais aussi des locaux pour accueillir les soignants dans des structures hors de l'hôpital. Et son ex-président m'a dit, écoutez, peut-être qu'il y a un local qu'on vient de faire.
Et la fin de l'histoire, je la laisserai raconter à Thomas-Olivier McDonald, mais c'est une vraie belle rencontre. Et c'est aussi le monde libéral, on l'a un petit peu oublié, je pense, pendant le premier confinement, en tout cas. Mais je pense qu'il a pas mal souffert et ils ont fait aussi de belles actions. Donc, Thomas-Olivier, je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu ce que vous faites aussi en prévention et comment vous avez œuvré depuis 18 mois au sein de cette crise. D'abord, je vous remercie de cette introduction qui vous fait beaucoup d'honneur de me présenter comme ça. En effet, donc je suis le nouveau président de l'URPS des chirurgiens dentistes d'Île-de-France. Nous avions la volonté de créer, nous avons créé la Maison des chirurgiens dentistes libéraux d'Île-de-France, qui a la joie et l'honneur d'accueillir SPS et c'est vrai et sa maison des soignants. C'est vraiment une très belle rencontre et c'est quelque chose que les chirurgiens dentistes, mais surtout les professionnels libéraux de la santé ont besoin, car nous sommes bien seuls. Nous sommes bien seuls dans nos cabinets, nous sommes bien seuls dans nos structures. J'entends et je connais la souffrance qu'on trouve dans les hôpitaux et dans les cliniques. Mais le professionnel libéral de santé, lui, est seul au sein de son équipe, réduite en général, et la parole n'est pas facile. Nous avons beaucoup souffert, effectivement, depuis le Covid. C'était un problème psychologique que nous avions avant, mais qui a été un petit peu exacerbé avec mars-avril 2020, où nombre d'entre nous avons été contraints de fermer nos cabinets et nous retrouvons pratiquement seuls pour la première fois, comme beaucoup de nos concitoyens d'ailleurs, mais ce n'est pas une chose que nous avions l'habitude de rencontrer. À cette problématique de la solitude exacerbée, s'est rajouté pour nous, professionnels libéraux, des gros problèmes économiques dont certains ne sont pas encore remis. On a eu des suites assez lourdes de ce Covid. Je ne parle même pas de nos confrères et consoeurs qui ont été touchés de plein fouet par la maladie, mais je parle aussi de ceux qui ont rencontré des problèmes pour comment dirais-je, supporter les suites du Covid. D'abord, ces deux mois de fermeture, puis une reprise de l'activité complexe suite à la peur de nos concitoyens de revenir dans des lieux médicaux. Je pense que nombre d'entre nous pourront parler de cette problématique. Les chirurgiens dentistes, alors malheureusement, je vais vous parler à travers le prisme des chirurgiens dentistes, c'est celui que je connais le mieux. Nombre de nos concitoyens n'ont pas voulu revenir, ce qui a créé une solitude exacerbée par la suite et des problèmes économiques lourds. Et je remercie l'équipe SPS de nous accueillir pour pouvoir justement libérer cette parole. Car pour beaucoup d'entre nous, c'était presque une honte de parler de nos problèmes personnels, de problèmes de solitude, de problèmes de non-reconnaissance. Il est vrai que les professionnels de santé ont été applaudis pendant quelques semaines au début de la première crise Covid. Ces applaudissements, bien que sympathiques, ont disparu très rapidement et ont fait suite à une exacerbation de la peur et de la haine dirigée vers certains nombres d'entre nous, professionnels de santé, et d'incompréhension de la part de nos concitoyens de la problématique que nous rencontrons au jour le jour. Problématique, effectivement, de notre solitude, mais aussi une problématique de non-compréhension, parfois des pouvoirs publics. Alors, c'est vrai que je suis un peu embêté parce que sur cette table ronde, finalement, je suis le seul représentant des libéraux. Donc, c'est un peu une tâche difficile, mais c'est vrai que nous avons eu des incompréhensions de la part des pouvoirs publics suite à aux demandes que nous avions eues. Je prendrai par exemple sur le dispositif d'indemnisation des pertes d'activité que nous avons reçu gentiment pour la perte d'activité sur le trimestre du Covid. On a été très contents, c'était très sympathique de la part des pouvoirs publics et de la sécurité sociale de nous donner ce fameux DIPA. Et c'est vrai que quelques mois plus tard, on nous le réclame. Un don réclamé n'est plus un don. On nous aurait prévenu que c'était à la base que c'était un prêt, on aurait pu comprendre, mais ce n'était pas comme ça que ça avait été présenté. Ce qui fait que nous avons eu une deuxième charge
psychologique où on a eu beaucoup de départs en retraite, suite d'ailleurs à ce départ réclamé. On a aussi des consoeurs et des confrères qui ont fermé tout simplement leur cabinet ou leur officine. Et ça, j'entends par là, c'est très complexe. D'une part, c'est un problème psychologique pour nous, mais c'est aussi un problème contextuel pour la population en général, car nous ne pouvons plus offrir ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire le soin, car il y a une fatigue, un dégoût, un envie d'arrêter de nombreux consoeurs et confrères. En tout cas, beaucoup d'entre nous quittent les grandes villes, ça se fait de plus en plus, partent en retraite alors que ce n'était pas prévu. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même qu'on soulève. Alors, heureusement, vous êtes là pour nous aider pour traverser cette problématique. Et je remercie encore une fois SPS. Mais il faudra aussi qu'on élargisse le débat et qu'on comprenne quelle est la réelle problématique des professionnels de santé et qu'on puisse leur venir en aide, pas que psychologiquement, mais autrement. Changer la vision que l'on a des professionnels de santé. Les libéraux ne sont pas des monstres d'égoïsme, tout au contraire. Nombre d'entre nous se sont mobilisés face à cette problématique du Covid en vaccinant, en se donnant vraiment du temps pour aider la population. Et, comment dirais-je, la reconnaissance, ne serait-ce qu'un merci, n'a pas été là. On parle des infirmières qui ont beaucoup souffert et qui continuent à souffrir, tant les infirmières d'hôpitaux et de cliniques que les infirmières libérales, mais il n'y a pas eu que elles. Et je pense qu'il va falloir quand même qu'on commence à parler du fond du problème, car si vous êtes là, c'est qu'effectivement, les problèmes de santé mentale des praticiens de santé est une chose maintenant qui est reconnue. Maintenant, il faudra aussi peut-être commencer à faire de la prévention de cette problématique, car je pense qu'on peut éviter beaucoup de problèmes en parlant vraiment du fond qui nous concerne, c'est-à-dire la non-reconnaissance de ce que nous faisons pour la population en général et pour nos patients en particulier. Merci. Oui, merci en fait beaucoup Thomas Olivier de cette intervention concernant les libéraux et ces quelques messages passés. Je vais maintenant passer la parole à Julia et à Carole concernant les actions au niveau de Grand Est. Je les remercie de venir sur en fait, cette première table ronde. C'est très important pour nous de les avoir, je dirais, voilà, dans les actions qu'on peut mettre en place. On les a beaucoup, effectivement, on a essayé beaucoup de soutenir dès le mois de mars l'année dernière la région Grand Est et Carole et Julia ont vraiment relayé notre plateforme. Je pense qu'elle était très utile et de façon très géolocalisée aussi grâce à une campagne de communication que nous avons faite. Donc, je crois entendre depuis ce matin que ça y est, Colmar et Mulhouse sont nouveau en plan blanc. Donc, merci de nous consacrer. Je pense que c'est l'alerte de nouveau à l'ARS Grand Est qui est toujours au premier plan, un petit peu avant-gardiste malheureusement de ce qui se passe en France. On l'a vu aussi au niveau de l'accompagnement au niveau des DOM-TOM et au niveau de la Guadeloupe, puisque j'étais en lien dès le mois d'août pendant les vacances avec elle. Donc, je vais les laisser parler. En tout cas, merci à vous deux d'être présents et de nous soutenir aussi, comme l'ARS Île-de-France dans toutes les actions de l'association. Donc, Julia et Carole, je vous laisse la parole sur toutes les actions de la région Grand Est. Bonjour à tous, Carole Crétin, donc j'interviendrai en lien avec Julia Johannes. Merci de votre invitation et merci aux personnes présentes. Alors en effet, le titre était optimiste, la réalité nous rejoint. Malheureusement, en effet, nous sommes toujours en crise, parce que j'allais dire que mal aussi, on n'a pas vraiment pu récupérer, même s'il y a eu quelques temps d'accalmie depuis 2 ans maintenant, ou près de 2 ans. Et évidemment, les enjeux en matière de prévention et d'accompagnement des professionnels de santé ont été au premier rang de nos actions. Elles l'étaient avant la crise, puisque comme vous l'avez souligné, on a un partenariat maintenant avec SPS depuis plusieurs années, près de 4 ans.
Pourquoi? Parce que pour nous, l'enjeu de l'accompagnement des professionnels de santé, de la qualité de vie au travail, mais aussi l'équilibre professionnel personnel est important. On est dans une région où les contraintes démographiques des professionnels de santé sont nombreuses, structurelles. On n'a pas la mer, on a un peu de montagne, mais on n'a pas beaucoup de beau temps. Et puis, les chocs démographiques, comme on dit, des départs en retraite qui sont attendus, 30% à peu près dans les 5 ans, on fait que c'est une priorité d'action, l'accompagnement des professionnels de santé et toutes les missions qu'on peut mettre en place et les actions qu'on peut mettre en place en partenariat depuis au moins 4 ans. Et ensemble, on essaie de mettre en place des actions concrètes. Julia Johannes va vous les détailler, et puis on sera évidemment à votre disposition pour échanger. Merci, Carole. Julia, je te laisse enchaîner sur les actions. D'écran. Alors, je vais arrêter de partager, voilà, et je te laisse la main. Alors, est-ce que là, vous avez bien la projection du diaporama? Oui, parfait. Donc, bonjour à tous, merci. Donc, Julia Johannes, moi, je suis responsable adjointe du département ressources humaines en santé à l'ARS Grand Est. Donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette 7e édition sur un sujet effectivement central qu'il était avant la crise, qu'il est pendant et qu'il le sera certainement encore après et encore pendant un certain temps, qui concerne tous les professionnels, on l'a dit, que ce soit les étudiants ou les professionnels en activité, et qui implique la vie professionnelle, mais aussi personnelle. Une difficulté initiale qui est un état des lieux complexe à faire, donc avec des chiffres qui sont difficiles à appréhender et qui sont difficiles à structurer, mais sur les dernières études qui ont été publiées, on note donc 30% de soignants qui seraient anxieux, 31% qui auraient des symptômes dépressifs et 44% qui auraient des troubles du sommeil. Et sur la gestion de la crise sanitaire, 20% des symptômes post-traumatiques. Donc, il est encore plus prégnant et nécessaire de faire des actions de prévention ciblées et d'apporter un soutien psychologique afin de préserver le bien-être des soignants, mais aussi la qualité des soins qui est proposée à la population. Les actions de prévention qui sont mises en place par l'ARS Grand Est visent à travailler sur les 2 axes, donc la prévention primaire et également les préventions secondaires et tertiaires. Sur les préventions primaires, c'est-à-dire travailler sur les causes pour éviter que le risque ne se produise, on a bien sûr la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, qui recouvre un certain nombre de réalités et dont la définition peut être donnée comme la perception des professionnels qu'ils ressortent de la qualité de vie au travail en fonction de leurs conditions d'exercice et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. La HAS l'a définit comme concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les professionnels et la performance globale des établissements de santé. Et il en découle donc un objectif qui est de penser le contenu du travail via le prisme de la QVT lors des phases de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des activités. Ainsi, la QVT recouvre les objectifs de soutenir la qualité de l'engagement de l'agent dans son travail, de renforcer la cohérence des réponses aux enjeux sociaux et de piloter la performance autrement. Concrètement, dans les actions mises en œuvre, un observatoire national de la QVT a été créé. Il y a 3 axes de mission principale: le recueil de données qualitatives et quantitatives, la production de connaissances, d'avis et de préconisations, et l'organisation du dialogue avec les professionnels, notamment dans le cadre de colloques. Les actualités en ce moment de cet observatoire national, évidemment les retours d'expérience dans le contexte post-crise Covid et la mise en place des mesures de QVT qui ont été définies dans le cadre de la stratégie nationale, dans le cadre des groupes de travail et bien sûr le Ségur de la santé qui a été mis en œuvre suite à la crise Covid et aux discussions qu'il y a pu avoir avec les professionnels de terrain.
Donc concrètement, dans les groupes de travail nationaux, en 2020 et 2021, les thématiques prioritaires qui ont été élaborées ont concerné la prévention des collectifs de travail, les nouvelles technologies et les restructurations. Et ils ont pu aboutir donc, à la production de guides méthodologiques qui ont été proposés et diffusés. Pour 2022, 7 thématiques sont identifiées, 3 qui sont la poursuite des 3 qui ont été déjà élaborées en 2020 et 2021, et puis de nouvelles thématiques, donc notamment le vécu et l'expérimentation de la période Covid, la restructuration des collectifs de travail, les modes d'organisation de la gouvernance et de la nouvelle gouvernance mise en place avec le Ségur également, la formation professionnelle, un outil de promotion et d'accomplissement personnel, la politique d'accueil du nouvel arrivant, comme disait Mme Crotin, des problématiques démographiques importantes en termes de professionnels et donc un besoin important d'attirer et de fidéliser nos professionnels, l'amélioration des utilisations des nouvelles technologies et les expériences réussies de restructuration donc, qui découlent du premier groupe. Les objectifs qui sont prévus, donc outiller de manière opérationnelle les établissements, réaliser des guides de bonnes pratiques et des préconisations. Un focus particulier sur le numérique qui aujourd'hui qui s'impose dans le système de santé comme un levier de la modernisation de notre système pour gagner en efficience et améliorer le parcours de soins et puis surtout soutenir les professionnels de santé dans leur travail au quotidien. Cette transformation fait l'objet d'une feuille de route précise avec l'accélération du virage numérique et d'un investissement important dans le cadre du Ségur notamment. Donc, l'appel à projet qui a été lancé a 2 phases. Une première réalisée dès cette année, qui est la phase d'exploration, et une deuxième en 2022-2023, qui sera les expérimentations liées à ces explorations. Concrètement, c'est un accompagnement par l'ARACT qui sera proposé sur des thématiques de e-santé de manière générale, donc télésanté, télémédecine, la robotique, les logiciels métiers ou encore le déploiement du DMP. Pour la région Grand Est, un axe RH a été priorisé et notamment sur les conditions de travail des professionnels qui répondent en fait aux besoins des établissements et aux dossiers qui ont pu être déposés dans ce cadre. L'objectif sera de cibler des sujets pour lesquels des questions en matière de conditions de travail, de performance ou de conduite du changement se posent pour les acteurs du terrain qui participent à ce projet et, in fine, donc un apport méthodologique applicable à d'autres situations avec l'idée d'un benchmark entre plusieurs structures autour de ce même appel à projet. L'objectif est de viser, en fait, d'inviter à montrer le réel du travail des professionnels dans le secteur médical et médico-social à l'ère du numérique pour vraiment les prendre en compte et analyser les 3 dimensions imposées par le virage, donc les usages en situation de travail des technologies, leur impact sur les conditions de travail et la performance et les modalités de gestion de ces projets de transformation, avec la place du professionnel dans ces transformations et surtout la mise en débat avec les représentants du personnel qui représentent donc les professionnels de terrain. Un autre levier est également mis en place par l'ARS Grand Est, qui sont les CLACT, donc les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail. On le sait aujourd'hui, l'amélioration des conditions de travail, de la santé, de la sécurité au travail est un enjeu essentiel dans le cadre des ressources humaines et du dialogue social. Donc, l'ARS fait le choix chaque année de porter un appel à projet régional, chaque établissement étant en possibilité de déposer un projet, d'ailleurs qu'il soit sanitaire, médico-social ou social, tous les champs du secteur sont représentés. Et le gros intérêt de ce projet, c'est qu'il est multipartenarial au sein de l'établissement et doit notamment intégrer les partenaires sociaux en lien avec la direction de l'établissement pour vraiment répondre aux besoins du terrain et des établissements, avec une adaptation nécessaire à chaque établissement, puisque les projets ne seront pas les mêmes en fonction des établissements. Chaque année, l'ARS lance un appel à projet, donc avec un cahier des charges qui définit les priorités annuelles et un dossier type à remplir. Chaque année, c'est 4 millions d'euros qui sont proposés pour ces projets-là. Depuis 2016, ça représente 20 millions d'euros en 5 ans, donc proposés pour ces projets. En 2021, bien sûr, les actions qui ont été mises en place et proposées dans le cadre de ces priorisations et de ces axes de travail ont porté sur la résilience à la crise sanitaire et à l'adaptation des conditions de travail à la gestion de la crise. Ainsi, par exemple, donc, les établissements de santé ont pu mettre en place des programmes d'accompagnement
à destination des soignants, des personnels logistiques et techniques, comme les semaines de bien-être au travail, la relaxation, les activités physiques, la mise en place de la réalité virtuelle, les massages, l'hypnose, le coaching, sans oublier les formations importantes pour le management et pour les agents, et les team building pour recréer un collectif de travail après une situation de crise particulière. Donc ça, c'était quelques actions, quelques exemples d'actions qui peuvent être proposées dans le cadre de la prévention primaire, mais dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, donc, qui sont plutôt sur le travail sur la diminution, sur les conséquences une fois qu'elles sont réalisées. D'autres actions sont portées et sont ici proposées, certaines sont proposées en exemple. Donc, le partenariat avec l'association SPS qu'on a évoqué en 2021, mais qui est mis en œuvre depuis 2016 en région Grand Est, avec un appui particulier sur la ligne téléphonique et l'application mobile de soutien aux professionnels de santé. Le colloque, bien sûr, annuel, donc le 7e cette année. Des accompagnements spécifiques à la crise sanitaire en 2021, donc avec des flyers spécifiques, la résilience, des groupes de travail. Et puis les JAD qu'on a déjà évoqués, donc les journées d'ateliers dynamiques et d'échanges qui permettent aux professionnels de se retrouver sur une thématique de bien-être au travail, dans l'idée de prendre soin des soignants. 3 JAD en présentiel ont pu être organisés en Grand Est en 2021. Vous avez retranscrit ici donc, les dates et les participants. Donc, on note à chaque fois plus d'une centaine de participants et avec un taux de satisfaction qui frôle les 100%. Et puis, en parallèle, SPS a également développé les IJAD, donc dans des formats un peu plus courts, de 2 heures, plutôt en soirée, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir se libérer et y participer. Donc, 80 ont pu être mis en place en 2021. 3000 professionnels s'y sont connectés et là aussi, près de 100% de satisfaction. Donc, on le disait, on a un partenariat qui est en cours depuis plusieurs années avec SPS et qui nous a en fait surtout permis d'adapter ce partenariat-là en fonction du contexte qui est très mouvant et qui est loin d'être stabilisé actuellement. Et donc, qui nous permet d'avoir une réactivité importante, notamment lorsque la première vague de crise sanitaire a frappé le Grand Est effectivement de point frais, donc de plein fouet, très rapidement et en avance de phase, comme Catherine l'a rappelé, puisque dès mars 2020, en fait, le Grand Est a été pris d'assaut avec un afflux de patients qui ont pris les services hospitaliers du territoire. Donc, avec plusieurs actions qui ont dû être conduites pour accompagner cette forte activité, l'organisation de la prise en charge soignante, bien sûr, et on l'a noté tout à l'heure, une solidarité des professionnels de ville qui sont venus apporter énormément de soutien aussi aux établissements dans le cadre de ce contexte de confinement en plus et de cet afflux de prise en charge afférente. Une solidarité nationale également qui a été mise en place avec un appui d'autres régions à notre région, donc un grand merci à tous. Un soutien en termes de ressources, on vient de l'évoquer, les ressources humaines, mais également matérielles. L'intervention juste avant présentait effectivement que les murs ont dû être poussés et les lits créés. Ben oui, il a fallu restructurer les hôpitaux pour prendre en charge tout cela. Et évidemment, ça a un impact sur les conditions de travail des professionnels et sur leur santé mentale, bien sûr. Donc, un focus particulier sur l'accompagnement qui a pu être proposé. Alors, la première chose qui paraît assez étonnante, mais qui a été les modalités de garde des enfants des soignants pour qu'ils puissent se rendre sur leur lieu de travail. Et puis, pour les accompagner de manière plus prégnante dans la réalisation de leur métier, une communication spécifique sur le dispositif SPS. Là aussi, un grand merci à l'association qui a répondu présente très rapidement, qui a adapté les outils de communication et qui a adapté aussi le contexte Grand Est, où un fort afflux de coups de téléphone a pu être relevé. Et puis, donc, la mise en place de groupes de parole et de soutien, là aussi en version dématérialisée, qui sont aussi un peu une première, mais puisqu'on était en plein confinement et sans possibilité de pouvoir se déplacer ou se réunir, au moins de pouvoir échanger entre professionnels était malgré tout très important. Et puis la suite en 2021, donc une crise qui effectivement n'est pas finie et qui a touché pour le coup de plein fouet les territoires d'outre-mer cet été massivement, et donc pour lequel le Grand Est, comme d'autres régions de France d'ailleurs, a été en soutien fort sur ces renforts.
Alors, 3000 professionnels ont été mobilisés en près de 2 mois sur ces territoires-là, 300 pour le Grand Est, suite à un appel de mobilisation envoyé par le ministre de la Santé et relayé donc, par l'ARS Grand Est également. Donc là, on a mis en place des conditions d'accompagnement spécifiques, puisque les professionnels qui sont partis en renfort sur ces territoires sont arrivés dans des conditions d'exercice très particulières, avec donc, une difficulté de prise en charge de la population sur place et un accueil mitigé de la population également ou des professionnels sur place. Donc, un soutien psychologique important, un confinement également été en place dans ces territoires au moment de l'arrivée de nos renforts. Donc, un accompagnement sur place qui a été mis en place pour les équipes qui étaient sur place, donc avec une mise en relation également avec SPS qui a pu être déployée sur ces territoires-là, parce qu'on l'a rappelé, c'est une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc avec un décalage horaire important, mais là, avec une possibilité de répondre à tous à tout moment. Pour les professionnels venus en renfort également, que ce soit au départ de leur mission, pendant leur mission, et puis également au retour, avec là aussi un flyer qui a été mis en place pour leur permettre de pouvoir contacter directement SPS également au retour, des groupes de parole là aussi spécifiques sur cette mission particulière, et puis un appui des CUMP, donc des cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont été activées, réactivées, je dirais même, dans le cadre de ces renforts et qui ont eu aussi pour mission d'appeler individuellement chaque professionnel pour s'assurer du suivi et de la prise en charge importante dont il a pu être l'objet. Alors, je vais redonner la parole à Madame Crottin qui a eu l'expérience la plus parlante puisqu'elle est intervenue donc, en renfort à l'ARS Guadeloupe sur cette période-là. Madame Crottin, je coupe mon micro. Et merci Julia pour la présentation détaillée de nos actions. Juste peut-être pour confirmer évidemment que la situation en Guadeloupe était effroyable, à peu près la même qu'en Grand Est dans la première vague et qu'elle s'est ajoutée à une situation sociale dont on pressentait l'explosion et qui était en cours. Peut-être juste pour conclure notre intervention pour ne pas trop empiéter sur le temps, l'enjeu du soutien aux professionnels et de la prévention est un élément majeur qui doit être partie intégrante des projets de gestion et d'établissement. Et on le voit, l'importance d'avoir des vrais projets organisés, institutionnalisés et institutionnels de la part des structures de santé en lien avec leur territoire. Si on veut que les professionnels de santé qui sont fortement impliqués, mais fortement impactés aussi, sont des métiers difficiles, qu'ils puissent, on voit l'engagement des jeunes est toujours là. Il faut que ces métiers restent des métiers d'envie et non pas de contrainte. Et de ce point de vue-là, le rôle des dirigeants des différentes structures et des communautés de fonctionnement de ces structures et des territoires est essentiel. Sinon, on n'irait pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole, de votre intervention et d'expérience, effectivement, en Outre-mer et notamment en Guadeloupe, puisqu'on s'était eu au milieu des vacances, au plein milieu des vacances du mois d'août. Et à chaque fois, effectivement, l'ARS Grand Est, quand on m'appelle, je peux sentir déjà un petit peu la crise qui va arriver peut-être au sein de la région, au sein de la France, et même là, qui était quand même précurseur de ce qui arrive encore maintenant. Donc, merci en tout cas à toutes les deux pour votre accompagnement, votre soutien. C'est un beau travail qu'on fait en équipe parce qu'on on essaie de réagir. Nous, on essaie de communiquer aussi spécifiquement auprès de vos professionnels. Et c'est un bel exemple aussi. On travaille avec 6 autres ARS, donc c'est aussi comme la région Île-de-France, aussi un exemple de ce qu'on a pu faire, et notamment beaucoup aussi avec l'ARS Île-de-France, mais on travaille également avec l'ARS Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est aussi un bel exemple qu'on peut aussi travailler au niveau associatif avec des institutionnels
dans le cadre d'aide, d'accompagnement et d'action de prévention, puisqu'on a vu qu'on avait organisé quand même 3 JAD avec vous en distanciel et qu'il y avait un très très bon accord et participation dans ces actions de prévention, comme on le fait aussi au niveau de certaines structures en Île-de-France et partout en France. Je vais maintenant laisser la parole à Magali. Magali, merci d'être avec nous et de nous faire part de votre expérience à la fois en structure de soins, mais aussi en représentant d'une association que je vais vous laisser détailler. Et nos actions ont les mêmes objectifs, donc c'est formidable de pouvoir échanger aussi sur des partages d'expériences avec à chaque fois le même objectif, c'est comment on s'occupe de la santé des soignants, des professionnels de la santé. Donc, Magali, je vous laisse parler de toutes ces expériences et de toutes ces actions que vous mettez en place, notamment du côté de Auvergne-Rhône-Alpes. Vous m'entendez là? Oui. Voilà. Bon, merci Catherine, merci à SPS de m'avoir invité à participer à cette table ronde. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir parler de cette association, donc Second Souffle Soignant 3S, que nous avons mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes depuis maintenant plusieurs années. Voilà, donc je vais me présenter, je suis psychiatre, addictologue, je suis libérale, voilà, pour faire écho à ce que disait mon collègue chirurgien dentiste tout à l'heure. Voilà, je suis libérale et je travaille alors à la fois sur une consultation libérale, mais aussi je suis médecin coordinateur d'un hôpital de jour dans une clinique qui est basée à Écully, une clinique du groupe Ramsay Santé. Voilà. Je suis donc la présidente de l'association Second Souffle et depuis peu, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir de devenir la déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de SPS parce que, comme Catherine vient de le dire, on œuvre vraiment dans le même sens. Et nous, chez 3S, nous avons vraiment cette idée du réseau, du travail en réseau que je vais détailler un petit peu plus tard. Et accepter d'être la déléguée régionale de SPS, c'était vraiment une façon pour moi de renforcer et d'intensifier ce travail en réseau. Donc, j'ai vraiment accepté avec beaucoup de plaisir et je vous en remercie. Voilà, donc je vais commencer par parler de notre expérience clinique quelque part, puisque c'est de là que tout est parti. Puisque donc en tant que coordinatrice d'un centre de jour qui à la base est un centre de jour psychiatrie addiction, nous avions avec mon équipe repéré que finalement il y avait une forte représentation des soignants dans notre file active, des soignants et des personnels médico-sociaux, ce qui fait qu'on a élargi aussi notre proposition en personnels médico-sociaux. Il y avait une très forte représentation et puis surtout, on avait des gens qui arrivaient dans des états cliniques très, très fortement dégradés. Au départ, notre constat, il se faisait auprès de personnes qui, en fait, ne retournaient jamais au travail tellement ils étaient abîmés. C'était des gens qui évoluaient vers l'invalidité. Alors, nous, en tant que soignants, ça nous posait un vrai problème. Et on a voulu réfléchir. Alors, c'était bien avant la crise sanitaire, donc on parlait beaucoup moins de cette question de la souffrance des soignants, c'était moins communément admis. Et donc, nous, on a voulu réfléchir et se poser la question, qu'est-ce qui fait que ces gens sont surreprésentés et qu'est-ce qui fait aussi qu'ils arrivent dans des états aussi dégradés. Donc, c'est là que nous avons travaillé pour identifier quels étaient tous ces facteurs de vulnérabilité. Et donc, on a pu identifier, là maintenant c'est bien connu, tous ces facteurs de vulnérabilité finalement organisationnels, mais aussi des facteurs de vulnérabilité individuelle, et puis notamment, je ne vais pas tous les détailler, mais pour ce qui était du retard à la consultation, à la prise en charge, il y a vraiment une très très forte peur de stigmatisation, et puis comme disent souvent les soignants, c'est extrêmement compliqué de passer de l'autre côté. Donc, il y avait ces éléments-là sur lesquels on a commencé à travailler et pour ça, on a eu l'idée de créer ce réseau qui est un réseau loco-régional qui n'a pas d'autres prétentions parce que justement, nous, ça nous a paru important de nous implanter fortement en Auvergne-Rhône-Alpes, même au départ sur Lyon plus précisément, pour pouvoir créer une communauté de professionnels, une communauté pluriprofessionnelle pour prendre en charge et agir au niveau de la prévention pour les soignants et les médico-sociaux.
Donc, c'était une grosse partie de notre travail. Il y avait de façon assez dispersée différents intervenants, des gens qui s'intéressaient à la problématique, hein, que ce soit des libéraux, des institutionnels, des associations, les ordres hein, qui s'intéressaient aussi à ça. Et notre idée, alors, qui était peut-être un petit peu, comment dirais-je, optimiste, hein, mais finalement ça fonctionne et ça s'est bien mis en place grâce à la crise sanitaire. Notre idée, elle était vraiment de réunir tout ce monde-là pour que chacun, avec nos spécificités et nos compétences, on puisse intervenir au service de la prévention pour les soignants et du soin aussi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. On travaille vraiment maintenant avec de multiples partenaires, que ce soit les médecins généralistes. Hein, j'étais encore avant-hier en train de discuter dans une soirée avec les généralistes de l'Ouest lyonnais sur le sujet. Les médecins du travail, qui sont eux aussi vraiment des gens qui peuvent repérer de façon très, très précoce les soignants en difficulté, voire même les soignants, je dirais, juste plus vulnérables. Je pense que c'est très, très important qu'on travaille en amont, je vais le détailler. Et ça, on collabore bien avec les médecins du travail, des psychologues, ergonomes, des directeurs de structure. Enfin, voilà, on est vraiment très ouverts et l'idée, c'est de réunir tout le monde sur cette thématique. Ce maillage fonctionne assez bien. On est plutôt content du résultat, même si malheureusement, il a fallu attendre la crise sanitaire pour que ça prenne un réel essor. Alors, qu'est-ce qu'on propose plus concrètement? On propose des actions de prévention. Comme je vous disais, on est pluriprofessionnel, donc il y a vraiment des gens qui sont des préventeurs et qui peuvent agir sur les questions organisationnelles. Toute cette vulnérabilité organisationnelle qu'on connaît bien dans le milieu du soin, que ce soit finalement en milieu hospitalier, dans les cliniques privées, pour les libéraux, les problématiques sont complètement différentes, mais c'est assez intéressant d'y réfléchir pour prévenir vraiment au plus précocement. Et puis, à côté de ça, on a pu identifier aussi que tout le monde ne réagissait pas de la même façon à ces contraintes organisationnelles et à ces contraintes métiers spécifiques. Donc, nous, on a essayé de préciser un petit peu les choses et de travailler sur ces vulnérabilités individuelles. Alors, mon propos n'est pas du tout de stigmatiser, bien au contraire, hein, ni de charger la vulnérabilité individuelle et d'exonérer la responsabilité des organisations de travail. Hein, ce n'est pas mon propos. Mais on peut quand même repérer, et ça a été fait dans d'autres situations de stress au travail, que tout le monde ne réagit pas de la même façon à cette dimension organisationnelle, à cette contrainte organisationnelle. Et voilà. Donc, nous, on a développé des programmes qu'on met en place avec l'aide des médecins du travail, avec l'aide des médecins généralistes, hein, qui, comme je le disais, font le repérage. On a développé des programmes qui visent à renforcer spécifiquement les ressources des soignants qui pourraient en avoir besoin. Donc, il y a des choses un petit peu comme ce que SPS fait dans les JAD, voilà, des actions bien-être, des actions plus spécifiques sur le sommeil, de la relaxation, de la sophro, enfin voilà, tout ce que vous connaissez. Et puis, nous, à partir de notre compétence de thérapeute, on a essayé vraiment de développer un dispositif qui vient cibler les vulnérabilités qu'on peut retrouver plus fréquemment dans ce milieu, voilà, comme des traits de personnalité spécifiques. Je crois qu'on est tous d'accord quand même pour dire qu'on ne choisit pas ces métiers du soin pour rien. Et ce qui fait la richesse de ces choix, la richesse de ces personnes peut aussi parfois faire une vulnérabilité au burn-out et aux risques psychosociaux. Donc nous, on a développé ce programme qui fonctionne bien et qui se fait de façon collective, dans des ateliers collectifs, ce qui nous permet aussi de travailler la question du soutien par les pairs, une dimension très, très importante pour les soignants, cette question du soutien par les pairs. Voilà. Et puis, un dernier axe de travail qu'on a développé pendant la crise sanitaire et qui nous a paru très intéressant, c'est aussi de proposer des soutiens d'équipe. On a proposé pendant la crise sanitaire des soutiens d'équipe à distance,
parce que ça nous est arrivé de soutenir des équipes qui étaient hors région Rhône-Alpes parce qu'il y avait une demande et puis qu'on avait envie d'être là. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui a porté ses fruits, je pense, et qui mérite d'être développé. Voilà, alors, c'est ce que je peux dire sur notre association. Je reste disponible s'il y en a qui ont des questions. Voilà. Merci Magali. En fait, on a tous envie d'avoir le lien pour contacter l'association. Est-ce que vous pouvez nous donner, voilà, ou le mettre dans le chat Je vais le mettre dans le chat. Ça, c'est très important aussi. Et on a une question sur effectivement les résultats des actions que vous avez mis en place. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours? Alors, on a des premiers retours, bien entendu. On a de bons retours. Et alors, je n'ai pas les chiffres ici. Je n'ai pas voulu mettre trop de chiffres. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution des personnes. C'est ce qui compte pour nous. Et de voir que par rapport à avant, quand on accueillait les gens dans notre hôpital de jour, les gens retournent au travail. Voilà. Et plus rapidement que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, quand je dis qu'ils retournent au travail, ça ne veut pas dire qu'ils retournent sur leur travail, parce que parfois, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ils retournent vers une activité professionnelle, ce qui vient quand même signer, pour une part, la question du rétablissement. Voilà. J'ai oublié de le dire, dans notre partenariat, dans ce grand réseau, enfin non, ce grand et ce petit, parce qu'on ne veut pas qu'il soit trop grand, dans ce réseau qu'on a créé en région Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille avec des associations qui sont des associations de coaching et de retour à l'emploi, et qui ont, dans le cadre de notre partenariat, développé une expertise pour les soignants, et voilà, avec de bons résultats. Voilà. Et donc, Magali, ce n'est pas limité. Alors, vous faites beaucoup en Rhône-Alpes, mais ce n'est pas limité au Rhône-Alpes. Hein. Vous pouvez avoir d'autres actions qui sont tout dans à fait. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, l'idée, c'est de pouvoir partager l'expérience qu'on a acquise depuis quelques années, de pouvoir la partager avec tous ceux qui seraient intéressés pour faire des choses aussi de leur côté. Pour nous, c'est un formidable relais régionaux, mais pas que. Hein, on partage les mêmes valeurs, on en a largement discuté. Si vous acceptez d'être à nos côtés en relais, effectivement, Rhône-Alpes, pour nous, c'est super. Mais il y a tellement de choses à faire pour les soignants et les professionnels de la santé que nous, on cherche aussi, et Eric est là aussi pour le partager, on cherche nous toujours des partenariats. Que ça soit sur nos plateformes, sur notre réseau national du risque social, puisqu'il y a des très, très belles choses déjà qui existent. Et au niveau de l'association Espèce, nous, on est, que ce soit avec nos partenaires, mais aussi avec les gens avec qui on travaille et qui s'occupent de la santé des soignants, je pense que le fait d'être travaillés ensemble ne peut que montrer à l'ensemble, notamment des institutions, qu'on fait en tout cas de l'accompagnement et de la prévention. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je pense que ce qu'on fait aussi avec vous en Auvergne-Rhône-Alpes, on rêverait de le faire avec d'autres régions. Notre objectif avec Eric, c'est de créer une maison des soignants dans chaque région. Là, on a lancé un pilote, j'ai envie de dire même une belle action à Paris. On a des pistes dans d'autres régions, mais là, j'en profite pour faire un appel. On cherche à la fois des locaux, des ressources pour en fait avoir une maison des soignants dans chaque région, peut-être des antennes. Et il suffit, puisque l'expérience nous montre à Paris que ce qui marche bien, c'est les bilans psychologiques, c'est les bilans sport-santé. On fait des groupes de travail, des groupes de parole, des groupes de reconversion. On fait également des formations, des événements, puisqu'on a tourné les 5 tables rondes du Festival de la communication santé il y a 15 jours. Et on va faire des journées thématiques. Donc, dans chaque région, on pourra avoir des spécificités pour répondre aux besoins des soignants. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour venir nous rejoindre, être à la fois en délégué régional et avoir des idées pour construire ou pour avoir une autre maison des soignants dans notre région, en tout cas, ils sont les bienvenus. Eric, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à toutes ces présentations, ces magnifiques présentations? Non, ce qui est bien, c'est qu'on a du libéral et on a de l'hospitalier de structure, donc ce qui veut dire que le monde de la santé est bien représenté. C'est vrai que les libéraux ont été des fois un peu oubliés au cours du Covid, mais on voit bien que ça a impacté énormément les professions. Et je rappelle que dans les chiffres que nous avons sortis chez SPS, les 4 professions qui semblaient le plus en danger, c'était les médecins, les pharmaciens, les dentistes et les orthophonistes.
Donc, ne pas oublier ces 4 professions qui, globalement, sont en rouge chez nous et qu'il faut aider. Alors, je ne sais pas comment on peut les aider au-delà de les écouter. Je pense qu'il y a de l'administratif à faire, il y a peut-être du refinancement à faire pour que les dentistes, par exemple, ne s'en aillent pas de leur métier. C'est des gens qui investissent beaucoup d'argent dans beaucoup de technicité, qui ont beaucoup d'emprunts. Et la convention a changé récemment, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus appliquer des prix qui leur permettaient de tenir le truc. Donc, on a beaucoup changé ça. Et ça a mis aussi à mal, bien avant, juste avant le Covid, les dentistes. Alors, les autres professions médecins, nous, c'est parce qu'on est trop peu nombreux et donc on est submergé de demandes. Et puis, comme la loi veut basculer tout le soin de l'hôpital vers la ville, eh bien, bientôt, le prochain groupe burn-outé, ce sera toute la médecine de ville parce qu'elle est en train de récupérer toute la santé française dans ses CPTS, dans ses maisons de santé, etc. Et elle a le devoir tous les jours de répondre à tous les gens qui appellent. C'est vraiment une charge psychologique importante. Et ensuite, il reste les pharmaciens. Les pharmaciens aussi, eux, ont beaucoup subi, là, à tel point que maintenant, ils sont vaccinateurs pour arriver à tenir leur pharmacie et que ça tienne la route, etc. Donc, il y a eu de gros changements dans la santé française, dans le monde libéral. Il y a eu un gros impact du Covid sur le monde hospitalier avec une restructuration qui était en place depuis 20 ans. Rappelons quand même qu'elle est là depuis 20 ans. Donc, aujourd'hui, le Covid a fait que tout s'est impacté au même moment, en un seul temps, quasiment un seul lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la crise est puissante et que la réponse doit l'être aussi, mais surtout, on doit aussi préparer l'avenir avec la prévention, c'est l'objet de cette table ronde. Et aussi, on le voit, la sécurité sociale qui s'est mise aussi dans l'axe pour être prête et tout. Donc, les acteurs, globalement, sont bien réveillés, je dirais. Maintenant, c'est qu'il faut passer à l'action, que ça devienne une habitude et non pas de temps en temps par-ci par-là. Même si ce qu'on fait par-ci par-là est très bien, il faut que ça s'universalise. Voilà. Ça, c'est l'objet de l'SPS, c'est que l'universalité de ce que nous faisons dans une région ou une autre finisse par impacter la région d'à côté et que ça aille beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant, puisque l'exemple existe, ça sert à réinventer. Il suffit de reprendre, de copier un petit peu et de repartir et de fédérer. C'est la notion de communauté, Magali, que tu as rappelé. Je crois que c'est vraiment une communauté de gens bienveillants, respectueux que nous formons. Et c'est ça aussi que nous devons impacter dans la société, c'est qu'il faut toujours être respectueux de tous les gens qui travaillent, quoi qu'il arrive, de quelle que soit leur profession, de tout humain, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son métier, etc. Et qu'ensuite, l'État doit mettre au service de ces gens-là des outils, puisque à un moment, tous dans notre vie, nous ferons une dépression, peut-être un burn-out, pas tous, mais peut-être, il faut qu'il y ait des outils qui permettent très rapidement de sortir la personne du gouffre dans lequel elle est tombée pour la remettre au travail, parce que mine de rien, c'est ça qui fait tourner la France, c'est le travail de chacun. Merci Eric. Donc, je vais te laisser présenter Cédric Carcos qui va nous faire l'honneur de faire un regard croisé sur cette première table ronde. Alors, où est Cédric? Parce que je ne le vois pas sur les images. Il est arrivé, il a le son derrière lui. Donc, je vais laisser te le présenter en tout cas. Bonjour Cédric. Donc, toujours un plaisir. Bonjour Eric. Ouais, toujours un plaisir de te voir, puisque nous, on se connaît depuis quasiment 6 ans. Et c'était un hasard d'une rencontre à l'UNPS où je t'avais attrapé, je t'avais dit on fait ça, et à l'époque, tu étais à la FHF. Et tu m'as rappelé 1 an plus tard, je me suis dit, c'est qui ce type qui ne m'a pas oublié alors que je l'ai vu même pas 3 minutes. Donc bravo, donc merci d'être venu vers nous et merci grâce à ton action. Alors on a le contre-jour dans ta photo parce qu'on voit bien le nuage qu'il y a derrière toi, mais toi on ne te voit pas bien. Alors, voilà. Et donc c'est Cédric, directeur général adjoint de la région Île-de-France. Il faut se retourner, aller de l'autre côté du fauteuil en fait. Et je vais le laisser évidemment se présenter, mais j'ai envie de dire c'est grâce à Cédric qu'on a œuvré. Et c'est pour ça que je voulais lui donner cette tribune en regard croisé sur les débuts de la prévention pour l'association SPS, puisque à la suite d'une enquête, on a effectivement montré que l'état de santé des professionnels de la santé n'était pas très bon. Et Cédric est venu nous voir un jour en disant franchement, à la région, il faut qu'on œuvre pour que les professionnels de la santé ne partent pas. Donc, l'association SPS, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Donc, il est venu et c'est comme ça qu'on a créé effectivement les premières JAD pour la région Île-de-France pour œuvrer sur la prévention. Donc, notre histoire a commencé effectivement avec une rencontre avec Eric et puis après avec nous pour pouvoir se motiver. Et pareil pour les étudiants. Un jour, Cédric est venu me voir en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les étudiants ?» Donc, à chaque fois, il nous motive pour aller encore plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, il va nous lancer un grand défi qu'on aura peut-être l'occasion de faire dans les prochains mois. Cédric, je te laisse la parole et merci encore. Merci. Merci à tous les deux. Merci, cher Eric et chère Catherine, de votre
votre accueil et puis de ces mots. C'est tout le mérite vous revient réellement parce que on a beaucoup de chance de vous avoir et d'avoir tout le réseau de SPS à nos côtés. Et, quand je dis à nos côtés, c'est aux côtés de tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, parce que votre action, elle est vraiment fondamentale et ce n'est pas des mots. Et malheureusement, j'allais dire, vous y étiez précurseur à bien des égards. À un moment, tu as eu la gentillesse de rappeler, Eric, notre rencontre il y a quelques années, à un moment où ce thème n'était pas vraiment encore au haut de l'affiche, entre guillemets, malheureusement, et vous vous sentiez bien déjà avec les capteurs, avec votre connaissance intime de ce milieu et de ces professionnels, et bien que le sujet de la santé mentale, il était fondamental. Alors effectivement, je dirais peut-être quelques mots pour prendre la suite des interventions extrêmement pertinentes et très intéressantes qui m'ont précédé. Beaucoup de choses ont été dites. Simplement peut-être expliquer dans un premier temps pourquoi une région, pourquoi est-ce qu'un conseil régional a été amené à travailler avec soins aux professionnels de santé et quel est l'enjeu. Le point, moi, qui me paraît vraiment fondamental, c'est que notre point d'entrée, quelque part, c'est véritablement cette prise de conscience que les professionnels de santé sont absolument vitaux, leur présence est vitale sur un territoire et qu'ils participent pleinement, que leur action, leur engagement sur le terrain participe pleinement de la cohésion de ce territoire et puis, d'une façon générale, de la réponse aux besoins immédiats et essentiels de la population. Dans une région comme l'Île-de-France, avec plus de 12 millions d'habitants, qui est un gros PIB, le plus gros PIB d'Europe, avec beaucoup de points d'attractivité extrêmement forts, on a dans le même temps, sur beaucoup d'endroits, et pas seulement dans les déserts médicaux, je dirais un peu classiquement comme on peut l'imaginer, on a beaucoup de franciliens qui ont l'expérience du système de santé comme une expérience de difficulté, de vulnérabilité, de précarité, et finalement cette conscience que même sur un territoire extrêmement riche, bien, tout le monde n'a pas les mêmes chances, tout le monde n'est pas égaux devant la santé. Et ça, c'est quelque chose effectivement d'insupportable que moi, qui viens du monde de la santé, je suis un professionnel de santé qui exerçait en établissement de santé, la Fédération hospitalière de France et aujourd'hui au sein du conseil régional, cette vision finalement de cette inégalité devant la santé, devant l'accès à la santé, elle a quelque chose d'insupportable et politiquement, elle est extrêmement préoccupante puisqu'elle renvoie finalement à un risque de fracturation du vivre ensemble et le sentiment finalement que la promesse républicaine, sans employer de trop grands mots, mais je crois que c'est vraiment fondamental que cette promesse républicaine, elle n'est pas tenue, en tout cas pas tenue de la même manière pour notre population. Donc nous, du coup, effectivement, au sein de la région, on a eu cette prise de conscience assez tôt que la présence, le maintien des professionnels de santé, leur engagement et du coup leur bonne santé physique et mentale, c'était un enjeu absolument fondamental dont on ne pouvait pas nous se désintéresser, même si effectivement la santé au premier regard n'est pas dans le champ direct de compétences d'un conseil régional. Alors, on a essayé, nous, de travailler. C'est là que la rencontre avec SPS a été extrêmement intéressante et puis percutante. Encore un petit problème de satellite. Cédric a disparu. Alors, c'est pas grave, il va ou nous revenir ou on va continuer à avancer tranquillement en attendant qu'il revienne. Donc, oui, le partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France, c'est quelque chose qui tient bien. Il est pertinent, ce mec. Voilà, je crois qu'on a perdu Cédric. Le satellite ne passe pas au même endroit, il est descendu aux Antilles, peut-être. Bon, peut-être qu'en attendant qu'il revienne, effectivement, qu'on puisse peut-être échanger. Ah, est-ce que Cédric est revenu? C'est déconnecté et il va se reconnecter. Il vient juste de revenir et nous rejoint immédiatement. En fait, il nous fait du teasing à chaque fois, Cédric, mais peut-être, est-ce que d'autres intervenants, en attendant le retour de Eric, voilà, est-ce que vous m'avez retrouvé? Oui. Bon, pardon. On l'a retrouvé, ça y est.
j'ai été déconnecté. Je ne sais pas, je n'ai touché à rien pourtant, mais c'est des choses. Non, mais il y a des satellites, je te dis, qui passent et qui ne repassent pas 2 fois. Donc, des fois, On va dire, c'était la page de pub, mais là, on Vas-y. attend la suite, Cédric. Non. Vas-y, Cédric. Ouais. Oui, mais on l'entend plus. On ne t'entend plus. Tu as dû couper ton micro, Cédric. Remets le micro. Est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est bon. Bon, Allez, on décolle. Vas-y. À chaque fois que je prononce le mot percutant, il se passe quelque chose. Donc, je vais essayer de changer de vocable. Pour reprendre effectivement, pour nous, effectivement, c'est cette question de la santé mentale, de garder des professionnels en bonne santé engagés sur le territoire, sur un territoire qui, par ailleurs, a des enjeux et des difficultés d'attractivité qui sont assez importants, du fait du coût de la vie, du coût du logement, de la difficulté des transports, etc. C'est ce qui nous a conduit à travailler de manière vraiment intense et intensive avec SPS et à essayer d'imaginer quelle pouvait être la place d'un conseil régional, quelle pouvait être notre action pour avoir un effet et un impact sur ces sujets-là de la santé mentale et du bien vivre des soignants. Donc c'est vrai qu'on a été, je crois, la première région à développer un partenariat stratégique pluriannuel. On a fait de SPS à la région un de nos grands partenaires, c'est-à-dire sur une pluriannualité, de se fixer des objectifs en commun, de se fixer une feuille de route, de se fixer des actions où on apporte et on s'apporte mutuellement les uns les autres un certain nombre de réflexions et puis d'actions, et puis évidemment un soutien financier, puisque tout ceci ne se fait pas que par la volonté, il y a évidemment besoin de concrétiser et de créer des choses, et c'est là effectivement qu'on a essayé de travailler ensemble. L'approche du conseil régional, elle a été la suivante, et je distinguerai un peu rapidement deux périodes avant la crise pandémique et puis pendant et depuis cette crise pandémique. Avant la crise, effectivement, on avait déjà ce sujet d'attractivité, et notre enjeu était de réfléchir et de trouver des moyens pour améliorer la présence médicale et paramédicale soignante d'une manière générale sur le territoire, et effectivement essayer de garder nos ressources humaines en bonne santé mentale et physique sur le territoire. Notre approche, et c'est là effectivement que je pense que l'intervention d'un conseil régional peut être intéressant et peut avoir du sens, eh bien, ça a été d'intégrer la santé dans les différentes politiques du conseil régional, c'est-à-dire de considérer finalement que la santé dépasse le cadre de l'offre de soins et que finalement on pouvait avoir un impact sur la santé mentale et sur l'engagement, l'attractivité, pas seulement par les politiques purement de régulation de l'offre de soins, que sont les rémunérations, que sont les conditions de travail même au sein des établissements de santé ou des autres structures d'exercice en ville, mais qu'on pouvait, nous, avoir un impact en travaillant sur les questions de transport, en travaillant sur les questions de sécurité, en travaillant sur les questions de garde d'enfants, de logement, de lien entre la ville et l'hôpital, de soutien aux structures de communication, de systèmes d'information. Et donc, on a essayé de développer un programme qu'on a appelé le programme Région Solidaire, qu'on a mis en place, et pour essayer un petit peu d'agir sur tous ces leviers. Alors, on a un peu essayé au départ de manière empirique, et puis tout doucement, on a senti, et SPS nous a énormément aidés, je ne les remercierai jamais assez pour tout ce travail et toute cette stimulation vraiment commune. On a senti qu'il y avait du répondant et qu'on avait donc intérêt à agir et à développer quelque part ces approches. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Pour prendre quelques exemples, travailler effectivement sur les questions de garde d'enfants. On a développé, la vice-présidente Adlani tout à l'heure il faisait rapidement référence, on a développé tout un programme où on va essayer de mettre en place des solutions un peu innovantes de garde d'enfants, en travaillant sur les horaires décalés, en travaillant également sur les questions de rémunération, parce que trop souvent dans les gardes d'enfants, les rémunérations doivent être assez basses pour pouvoir être éligibles à des gardes d'enfants. Nous, on a essayé de rehausser un petit peu tout ça pour permettre à des jeunes couples de médecins, à des couples d'infirmiers, de kinés, des différentes professions, d'avoir accès à des solutions de garde d'enfants. Alors, le besoin est tel qu'on n'a jamais terminé et qu'on n'aura sans doute jamais atteint 100% du besoin, mais en tout cas, on s'est engagé là aussi auprès des collectivités locales, auprès des partenaires privés,
publics, auprès des hôpitaux également, pour essayer de développer et d'ouvrir à tous les professionnels de santé, à l'hôpital comme en ville, ces solutions. On a travaillé également de la même manière sur les questions de sécurité avec un vrai constat, c'est que bien souvent les conditions de sécurité participent au mal-être ou en tout cas participent au déficit d'attractivité de nos territoires. Et donc on a mis en place dans les maisons de santé un certain nombre de dispositifs pour permettre aux professionnels de santé de se sentir protégés. Alors ça va de la vidéosurveillance à des conventions avec les polices municipales ou même la police nationale, pour là aussi ne pas laisser seuls les professionnels de santé, en particulier en ville, évidemment à l'hôpital avec d'autres protocoles qui peuvent exister, mais qui se mettent en place. Et puis on a eu une autre, pour donner un troisième exemple, une autre action un peu emblématique, c'est la question du logement. La question du logement en Île-de-France, elle est évidemment majeure. Et des professionnels de santé, même s'ils gagnent plutôt bien leur vie, eh bien, ont une réelle difficulté d'accéder à des logements adaptés, j'allais dire, à leur standard de vie en Île-de-France. Là aussi, c'est malheureusement pas un grand scoop que je vous livre ce matin. Et donc là aussi, on a essayé de se creuser les méninges, et ce qu'on a réussi à faire, c'est de lancer un programme qu'on appelle le programme de 10 000 logements pour les soignants, où on travaille donc avec des bailleurs privés. On n'est pas sur du logement social, on est sur du logement intermédiaire, donc adapté à des professionnels de santé, j'allais dire, qui gagnent normalement leur vie, donc pas seulement au bas revenu, sur lequel il y a déjà des dispositifs. Évidemment, on continue notre action pour ces personnels-là, mais également pour les autres, pour des jeunes couples de médecins, j'ai déjà évoqué, ou d'autres types de professionnels de santé, pour essayer de leur proposer du logement intermédiaire sur le parc privé. Donc, on a développé des accords avec, par exemple, INLI, qui est un bailleur de logement intermédiaire, avec CDC Habitat, donc qui est la filiale Habitat de la Caisse des dépôts. On a d'autres partenariats qui sont en cours de définition. Et on a travaillé avec tous les représentants des professionnels de santé, dont SPS évidemment, pour essayer de faire le lien entre ces bailleurs qui, eux, sont prêts à avoir des professionnels de santé dans leur logement, à des prix, j'allais dire, un peu modérés, un peu en dessous du marché, même en dessous du marché, mais en tout cas de leur réserver une priorité d'accès au logement. Donc on a déjà aujourd'hui plus de 250 logements qui ont été activés. C'était notre première phase d'expérimentation. Et puis là maintenant, l'idée, et puis la consigne de la présidente de région, c'est d'accélérer et c'est d'essayer de développer encore plus ce partenariat. On va travailler activement avec l'Agence régionale de santé, avec sa directrice générale notamment, qui s'est montrée extrêmement engagée sur ce sujet, pour là aussi chacun amener notre possibilité de solution et puis d'essayer de réfléchir à la manière d'avoir une prise en charge globale sur ces questions. La crise ensuite, elle est intervenue et depuis la crise pandémique, finalement, je dirais 2 éléments. Elle nous a permis à la fois de confirmer la pertinence de l'approche qu'on avait essayé de mettre en place ensemble, c'est-à-dire de confirmer effectivement le besoin d'un accompagnement psychologique, de santé mentale, un accompagnement de soutien et de considération et de reconnaissance. Je reviendrai sur ces mots qui sont pour moi au cœur de la problématique, la considération des professionnels de santé. Et puis elle nous a donc non seulement conforté et confirmé dans la pertinence de notre approche et du fait qu'on avait, nous, conseil régional, une solution et des solutions à apporter, un rôle à jouer sur cette problématique assez énorme auquel est confronté le système de santé, mais que on avait également encore plus à faire, et en ça, la crise a été un véritable accélérateur de prise de conscience finalement et de nos responsabilités en la matière. Donc, avec la crise, on a effectivement accéléré les programmes de logement, programmes de sécurité, etc. On a mis en place de nouvelles actions avec SPS, notamment vis-à-vis, donc on a eu vraiment la grande satisfaction de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la Maison des Soignants, qui est vraiment un lieu assez extraordinaire, qui a été permis par Eric, Catherine et puis toute l'équipe. Et puis l'idée, ça a été effectivement d'aller plus loin, notamment de s'intéresser aux étudiants en santé dans les IFSI. La région est responsable de la formation des jeunes paramédicaux. Elle est également en lien très fort. On a développé pas mal d'actions avec les syndicats et les représentants des professionnels des jeunes médecins, notamment les syndicats des internes, pour essayer de définir un peu ensemble comment est-ce qu'on pouvait être en soutien, comment est-ce qu'on pouvait accompagner ces jeunes professionnels et leur donner envie de rester en Île-de-France. Et là, c'est là que le mot, effectivement, considération, reconnaissance, il prend tout son sens. On essaye vraiment de tout faire
pour que les jeunes professionnels de santé, dès leur arrivée dans l'Île-de-France, eh bien, ils se sentent reconnus, considérés, ils se sentent comme un des maillons absolument essentiels de ce territoire. Et c'est en ça qu'on essaye, nous, de développer des instruments de reconnaissance qui passent effectivement par les bourses, qui passent par des sensibilisations à l'hygiène mentale dès les éléments de formation, qui passent également par des soutiens au logement pour les internes et pour les jeunes professionnels. Bref, de ne pas considérer, de ne pas intervenir une fois que le mal a commencé à s'introduire. Évidemment, on continue ces actions, mais d'être un petit peu beaucoup plus en amont, j'allais dire, et vraiment d'avoir cette vision de la reconnaissance et de la considération qui, moi, me paraît tout à fait clé. Et puis, pendant la crise, on a mis en place, on a expérimenté de nouveaux programmes, notamment un programme de séjour de répit pour les professionnels de santé. Alors, c'est parti au départ de la crise, on s'est tous demandé les uns les autres qu'est-ce qu'on pouvait faire au plus fort de la crise pour être en soutien. Ben, nous, on est propriétaire de lieux qu'on appelle des îles de loisirs. Il y a chaque année plus de 6 millions de franciliens qui bénéficient des îles de loisirs, qui sont en fait 13 lieux de repos et de répit en Île-de-France, qui sont des lieux où on peut faire du sport, où on peut se baigner pendant l'été, où il y a plein de loisirs, etc. Et on a des capacités d'hébergement. Et la décision qui a été prise par l'exécutif de la région, eh bien, ça a été de réserver des séjours d'hébergement entièrement pris en charge par la région à 100% pour pouvoir accueillir des soignants, se retrouver avec leur famille après ces mois de crise, et puis pour pouvoir, par le sport, par le loisir, par des moments de détente et de légèreté, eh bien, là aussi se sentir reconnu, pouvoir souffler, et puis pour pouvoir avoir effectivement des moments de répit pour être encore plus fort et encore plus au rendez-vous des besoins de santé des franciliens. Donc, on a constaté un très, très fort niveau de satisfaction. C'est plusieurs milliers de séjours qui ont été offerts par la région, donc plusieurs milliers de soignants, encore une fois, de tout secteur, public, privé, ville, hôpital, qui ont bénéficié un petit peu de ces prises en charge. Et comme on a constaté effectivement un succès, on n'a pas envie que ça soit du one-shot et que ça soit limité au cœur de la pandémie et des vagues, mais on a vraiment envie de le pérenniser. Et donc, on travaille aujourd'hui vraiment sur des solutions un peu de pérennisation, toujours pour que les soignants se sentent considérés, reconnus, et vraiment comme un maillon absolument fondamental de notre région. C'est comme ça en tout cas, que nous, on le sent. Alors, demain, pour terminer, pour ne pas être trop long, demain, pour nous, c'est évidemment l'idée, c'est de continuer d'amplifier, de capitaliser un petit peu ce qu'on a commencé à mettre en place. C'est de continuer évidemment ces solutions de prise en charge, de plateformes d'écoute qu'on a développées avec SPS. C'est évidemment de poursuivre le partenariat pluriannuel avec SPS. Et sans doute le défi qu'on va se fixer, qu'on va se lancer, Catherine et Eric, qui faisaient référence, c'est de travailler beaucoup plus sur le monde libéral. Autant, j'allais dire, l'hôpital présente souvent l'avantage d'être identifié et de pouvoir toucher un peu plus rapidement les professionnels, autant dans les maisons de santé, dans le monde libéral, dans les pharmacies, auprès des kinés, eh bien c'est plus difficile. L'action, elle est plus difficile à mener parce qu'elle est souvent plus émiettée, donc plus complexe, j'allais dire, pour une collectivité comme la région de la mettre en place. On a commencé à faire des choses intéressantes. L'idée, c'est vraiment de passer la vitesse supérieure. On a aujourd'hui, nous, plus de 300 structures collectives de professionnels de santé qui travaillent ensemble, tout métier confondu, des maisons de santé, des centres de santé, des collectifs pluriprofessionnels, quelle que soit la forme juridique que ça prend. Ça commence à être un réseau, puisque 300, ce n'est pas rien. Pour nous, c'est plus de 50 millions d'euros qui ont été investis en matière d'aide et de soutien. Et l'idée, c'est de commencer par là pour apporter des outils, pas calquer des solutions telles que nous, on les imagine, mais plutôt d'être à l'écoute, de travailler ensemble et de construire des outils. Et là, c'est vrai que toute l'expertise de SPS va nous être extrêmement utile. Deuxième axe, c'est évidemment de continuer à investir, travailler sur les étudiants en santé, là aussi, dans toutes les professions, pour essayer de développer des programmes et des nouvelles actions. Et on a donc là aussi des liens extrêmement étroits avec les associations et les syndicats, les structures qui représentent les jeunes. Donc là encore, c'est d'apporter un peu des solutions. Et puis, je terminerai par là. Moi, ce que je retiens un petit peu de cette expérience depuis maintenant 4 ans qu'on travaille ensemble activement au sein de la région avec SPS, c'est que tout seul, on ne peut rien. Et je voulais vraiment dire que pour moi, la clé de tout ça, c'est le partenariat. C'est vraiment de travailler ensemble. Nous, on a la chance, et je le dis vraiment, de travailler en extrême bonne intelligence avec les équipes de l'Agence régionale de santé. On est chacun à notre place, mais vraiment en complémentarité. On partage les feuilles de route et on intervient, encore une fois,
chacun à notre place. L'Agence régionale de santé, c'est le chef de file, le patron du système de santé au sein du territoire qui agit sur la régulation, qui a des moyens, des capacités d'intervention. Nous, on en a d'autres. J'ai essayé de les illustrer à travers les politiques de sport, de santé, de garde d'enfants, de logement, de prévention, etc., d'intervention dans les instituts de formation. Et je crois que vraiment, c'est ensemble, avec le tissu associatif, qu'on peut essayer de dessiner des solutions face à un défi qui est immense. Je lisais ce matin les résultats du baromètre de la MJEN sur la santé mentale de la population. Honnêtement, ça fait frémir quand on regarde qu'à peu près plus de 20% de la population s'estime elle-même en dépression sévère et que 40% sont en stress très élevé. On sent que devant nous, il y a, pas seulement pour les professionnels de santé, mais globalement sur la population, que ce thème de la santé mentale, il devra être une priorité absolue. Et clairement, il n'y a pas un seul interlocuteur qui peut avoir la solution. Je crois que c'est vraiment la notion de réseau, la notion de territoire, la notion de proximité, la notion d'engagement collectif qui peut nous permettre tout doucement, par touches successives, par approche, par adaptation également aux besoins et aux réalités du terrain. Rien n'est pire dans ce domaine que de plaquer des solutions un peu toutes faites. Les régions ne sont pas les mêmes, les territoires ne sont pas les mêmes. On le voit même nous aussi au sein d'une région aussi grande que l'Île-de-France. Les solutions de Seine-et-Marne, ce n'est pas les solutions de la Seine-Saint-Denis ou de Paris. C'est une évidence de le dire, mais dans nos manières de conduire les uns les autres nos politiques, ce n'est pas toujours comme ça qu'on arrive à les mettre en place. Donc, c'est de continuer ce partenariat et de travailler un peu ensemble à dessiner avec beaucoup d'humilité, parce que le besoin est énorme, ces solutions. Donc, voilà, j'espère que pour cette feuille de route, on saura relever, et je n'en doute pas, retrousser nos manches et en tout cas relever les défis ensemble pour faire un territoire pleinement accueillant et pleinement bienveillant pour nos professionnels de santé.